Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous vous proposons d'emprunter de l'Ariège à l'Aude, des contreforts des Pyrénées à la Méditerranée, un chemin mythique, le sentier des Cathares. Ces hommes qui ont défié l'Église et remis en cause son lustre au XIIIe siècle. On l'appelle aussi le chemin des bons hommes. Ça grimpe un peu, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, oui. Dans un cadre comme ça, il faut se le gagner. Ce sont des citadelles imprenables et de splendides ruines qui semblent sculptées dans la roche. On y trouve des villages au caractère médiéval préservé. L'expression trier sur le volet vient de là. C'était là où il y avait cet emplacement sur la C'est ça, fenêtre. ici. Des vignes entretenues comme autrefois, mais aussi des gorges où s'amuser en faisant du canyoning. Ce sont des rivières qui charrient un métal précieux. Est-ce que tu vois apparaître quelque chose? Ah ouais? Tout à fait, ouais. Des marais salants aux couleurs magiques. Des chalets posés sur le sable. Les gens ont l'habitude de s'interpeller. Je suis la rangée 8, la rangée 7. C'est ça, là on est, tu vois, à la rangée 8. Et des potées fortifiantes. C'est excellent, c'est à la fois rustique et très fin. À déguster en contemplant des paysages où la beauté se décline à perte de vue. Notre périple sur le sentier Cathare débute en Ariège, une somptueuse région à la fois montagneuse et rurale. Nous sommes au cœur de ce qui constituait au Moyen-Âge le comté de Foix, dont la ville du même nom était la capitale. Ruelles étroites et maisons à colombages conservent encore leur caractère médiéval. C'est à Foix que Yannick Medj, natif de la région, a choisi de vivre et de travailler. Il a converti un atelier de ferronnerie en un lieu de convivialité, un bar-brasserie. Donc moi, ce que je trouve génial, c'est de venir tous les matins dans cette brasserie, ce lieu de centre-ville, de faire revenir ce métier ancestral dans ce centre historique, chargé d'histoire, empreint de contes, de catharisme, coincé entre le parc naturel régional ariégeois, l'Ariège, les montagnes, bien sûr, et voilà, dans ce lieu entièrement rénové avec des matières récupérées, recyclées. D'un pas toujours alerte, Yannick part retrouver celle qui possède les clés de l'histoire fuxéenne, Mélanie Savès. Alors Mélanie, j'ai toujours entendu dire que le château de Foix n'avait jamais été pris. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste une fierté ariégeoise? Le château de Foix n'a jamais été pris. Et c'est un château qui est aujourd'hui encore dominant sur son rocher. Ok. Je t'amène. L'histoire de la cité est bien sûr marquée par ce château fort imposant, dressé à 450 mètres, comme un géant sur son rocher calcaire. La forteresse du XIIe siècle, aux murailles solides, épousant la falaise, devait être aussi imprenable que difficilement accessible. Et donc c'est par ce chemin qu'ils acheminaient les vivres, la bière, tout ça? Oui, effectivement. Non, si je plaisante, c'est pas du tout par ce chemin qu'à l'époque médiévale, on avait de l'autre côté des barbacanes. Système de postes, de guets très avancé sur le chemin. Et on rejoignait un poste fortifié à l'autre à l'aide d'échelles. Donc c'était assez complexe
pour monter au château de Foix. Mais ça ouais. reste une forteresse. Hein. Ok. Donc c'était complexe pour l'ennemi, mais aussi complexe pour les habitants, enfin les résidents du château, quoi. On imagine que de ce côté, à l'emplacement de cette calade, de ce chemin, il devait y avoir aussi quand même quelque chose qui permettait un accès un peu plus simple, oui. Au XIIIe siècle, le château subit des attaques lors de la croisade contre les Cathares, ces hérétiques en dissidence vis-à-vis de l'Église romaine. Les comtes de Foix abritent alors quelques persécutés cathares. Par mesure de rétorsion, en 1211, le chef des croisés, Simon de Montfort, tente d'assiéger le château. Mais il se heurte aux nouvelles armes de l'époque, reconstituées ici. On a ici une pierrière et un trébuchet. Alors cette pierrière aurait pu être utilisée à l'époque de la croisade. C'était les femmes qui tenaient ces engins-là. Et en 1218, Simon de Montfort, qui est le chef de la croisade, va vouloir reprendre la ville de Toulouse, cette ville défendue par des femmes tenant les pierrières. Il va recevoir une pierre sur la tête et il mourra au pied des remparts de Toulouse, assommé par des jets de pierre lancés par cet engin redoutable. Alors de l'autre côté, on a un engin beaucoup plus gros qu'on appelle un trébuchet, qui servait aussi à la prise des villes. Le trébuchet, cette arme à contrepoids, a été beaucoup utilisée pendant les croisades en Terre Sainte. La croisade contre les Albigeois, l'autre nom donné aux Cathares, a permis de renforcer son efficacité. Rapidement, le comté de Foix est devenu l'âme de la résistance occitane. Une pièce de ce château figure d'ailleurs cette adhésion au catharisme. Alors, c'est quoi cette salle? C'est une salle de jugement. Pour juger les hérétiques, hein, le comte de Foix, j'ai entendu dire qu'il avait apporté son soutien aux Cathares. Alors le comte de Foix a toujours apporté son soutien aux gens qui étaient sur ces terres, aux Cathares, également à toutes les autres confessions catholiques. Et le comte de Foix va répondre lors d'un jugement. Il a dû répondre des protections qu'il avait envers les Cathares au concile du Latran, c'est-à-dire en 1215. Et là, il a dû mentionner également qu'il protégeait sa sœur, qui était Esclarmonde de Foix. Et Esclarmonde de Foix avait pris le baptême cathare en 1204. C'est-à-dire qu'elle avait changé de religion. Donc au sein même de la famille, il y avait cette foi cathare qui était bien implantée. Mais c'est parce qu'ils avaient beaucoup de pétrole qu'on les protégeait, les Qataris. Non, c'est pas les mêmes cathares. Ah, d'accord. À la fin du XVe siècle, le comte de Foix devient roi de Navarre et le dernier d'entre eux est même couronné roi de France sous le nom d'Henri IV. La grande histoire doit parfois beaucoup à la géographie. Voilà pourquoi le château de Foix est exceptionnel. C'est un positionnement stratégique. On a Toulouse au nord, au sud les Pyrénées. Donc on est tout à fait dominant ici, dominant sur la ville. Et les comtes de Foix ont vraiment leur place à tenir ici, une place stratégique sur les Pyrénées. Là sur le Pêche, on appelle cette montagne le Pêche de Foix, mais on va retrouver la montée de ce sentier des bonshommes. Du sentier cathare, oui. Il traverse ces terrasses, il va sur la crête, il rejoint Roquefixade, qui va aller jusqu'à Port-la-Nouvelle. Partons à présent fouler ce sentier cathare. À 13 km à vol d'oiseau de Foix, se découvre le paisible village de Roquefixade. Il a été autrefois incendié par l'obstiné Simon de Montfort, déçu de ne pas avoir pu prendre la cité comtale. Michel Sabatier, historien local, accueille aujourd'hui Yannick. Michel, je suis super content d'être ici à Roquefixade, qui est un emblème incontournable du pays cathare pour le château, le point de vue sur les Pyrénées et l'ensoleillement. Effectivement, c'est un emblème de l'histoire cathare. On a voulu le matérialiser au sol. Ouais. On vient voir cette croix occitane, là, c'est la croix des Côtes de Toulouse. Tu la connais probablement. Oui, bien sûr, j'ai déjà vu. Voilà, elle a été gravée et elle sera là donc, pour l'éternité. Alors elle n'est pas là au hasard, elle est placée au centre de la place, elle est orientée vers le château pour faire une alliance entre ce village, qui est un village royal qui a été fait après
l'époque cathare, Ouais. et pour faire le lien avec le château qui, lui, est un témoin de l'époque cathare. Le château, on y va? Eh bien, on y va. Avec plaisir. Après la destruction du village et du château, Roquefixade est devenue une bastide royale, un symbole de la victoire contre l'hérésie cathare. Mais les symboles imposés n'effacent jamais la mémoire des lieux. Oh, ça monte un peu, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, oui, dans ce cadre qui est fabuleux quand même, avec cette falaise. On est là sur le fameux chemin des bonshommes, sur le sentier cathare. Ce chemin qui a été donc emprunté par les cathares qui voyageaient dans le coin, qui allaient à Montségur. Ok. Montségur qu'on peut voir juste derrière nous. Voilà, donc c'est un chemin historique. Donc c'est sur ce sentier qu'on foule aujourd'hui se sont vraiment déplacés les cathares. Les cathares sont passés par là, oui, oui, au pied de cette montagne, au pied du château. Roquefixade signifie la roche fissurée en occitan. Ce pourrait être aussi une roche pour se cacher. J'imagine que dans ces montagnes, les gens pouvaient trouver refuge ou se planquer un peu à droite à gauche. On connaît effectivement, il y a des textes qui disent qu'on se cachait dans les bois aux alentours de Lavelanet, aux alentours de Foix. Il y a des caches formidables là. Il faut vraiment connaître la montagne pour trouver quelqu'un qui s'y cache. Encore quelques efforts et se découvrent les somptueuses ruines du château en équilibre sur son éperon calcaire. Un château arraché au comte de Foix par le roi de France, Philippe le Hardi. Alors la partie qu'il faut voir là, donc sur la droite, là où il y a le mât, ça c'est la partie la plus ancienne, le donjon des premiers seigneurs, qu'on mettait sur une montagne, qui était le signe du seigneur, voilà, planté sur une roche. Tandis que sur la gauche, le grand mur avait les deux fenêtres et les deux archères à la base. Ça c'est la partie royale. C'est le roi donc qui a acheté tout le terroir et toute la vallée là, qui a fait une châtellenie pour faire front au comte de Foix, qui lui était toujours indépendant, qui est le seul grand gagnant, je dirais, occitan de cette guerre. Et le roi donc est venu implanter un château ici pour dire au comte de Foix, voilà, maintenant, je suis là, je suis à côté de toi, je suis en face de toi. Mais c'est vrai que là, on a une enfilade, au premier plan, les ruines de Roquefixade, donc l'histoire des hommes, et puis dans des temps plus longs, dans le fond, la frise des Pyrénées, quoi, l'histoire géologique. C'est vraiment top. L'Ariège n'offre pas que des montagnes et des citadelles du vertige. C'est aussi une rivière qui s'écoule tantôt calme, tantôt agitée. Elle draine, pour les connaisseurs, un métal précieux, l'or. L'Ariège tire d'ailleurs son nom de l'orpaillage, que les Gaulois pratiquaient déjà. C'est aujourd'hui la passion de David Bruno, un véritable chercheur d'or. Allez, attention de ne pas tomber. Et normalement, on devrait trouver quelques paillettes dans ce petit calme. Ouais, la neige n'a pas tout à fait fini de fondre, c'est un peu frais. D'accord. Alors pour chercher de l'or, on prend des alluvions et on les met dans un récipient. Alors là, on va utiliser une bâtée. Des alluvions. Les alluvions, c'est le sable Le fond de rivière. Et les petits graviers qu'il y a alors, soit dans la rivière, soit sur les berges aussi. La plaine alluvionnaire est très large. Et on va utiliser la grande différence de densité qui existe entre l'or et le sable. C'est-à-dire que l'or est bien plus lourd que le sable. Et le mouvement conventionnel, quand on utilise ce genre d'objet, c'est de faire tourner de l'eau dans la bâtée. Et quand on lui donne une certaine vitesse, elle entraîne le sable qui se situe au bord. Ouais. Progressivement, on va diminuer la quantité de sable et on va pouvoir, tout à fait à la fin, vérifier le contenu, savoir s'il y a de l'or. Toujours en utilisant sa particularité d'être très très dense. Ouais, donc il n'y a pas plus dense que l'or dans nos rivières. Dans les rivières ariégeoises, c'est l'or le plus dense. Et là, tout à fait à la fin, est-ce que tu vois apparaître quelque chose? Ah ouais, tout à fait, ouais. Tout ça, c'est de l'or, donc. Tout ça, c'est de l'or. Alors bien sûr, j'ai pas fait fortune encore. Hein. Ouais. Des paillettes comme la plus jolie, on va la mettre sur le côté. Voilà, elle fait à peu près 2 mm. Il en faut environ 500 pour avoir 1 gramme d'or. Ok. Ah oui, quand même, donc c'est du boulot. C'est du boulot. C'était un travail répétitif, hein. Ouais. Mais il y avait beaucoup de monde qui pratiquait cette activité.
Et jusque tard dans l'histoire, hein, l'orpaillage a décliné à la Révolution française. Il était porté à Pamiers, à l'Hôtel des Monnaies, jusqu'à 48 kilos d'or annuellement. Ça participait à la richesse du roi de France à cette époque-là. D'accord. Alors, on peut, si on a de la chance, tomber sur des morceaux un peu plus gros. A priori, la plus jolie pépite qui a été trouvée en Ariège, elle pesait l'équivalent de 18 grammes. D'accord, ah oui, c'est pas mal. Ben oui, j'aimerais bien tomber sur sa sœur Ah, jumelle. Ou sur sa grand-mère. Hein. Bon, je peux essayer d'en trouver une. Mais bien sûr, je te laisse faire. Tu Mais remplis t'en la trouves boîte. à tous les coups, tu trouves des petites paillettes? Alors, c'est plus ou moins ça. Il Ouais, peut y plus avoir ou moins. des coups où on fait chou blanc. Allez, ça marche. Allez, prends une bonne quantité de sable, il ne faut pas avoir peur. Ok. Là, Alors- ça suffit? Alors, mets-en un petit peu plus parce que l'or que tu vas trouver, il est proportionnel à la quantité de sable que tu D'accord. auras lavé. Allez, pour éviter de te fatiguer, mets la battée dans l'eau. Ok. Comme ça, il y a Archimède qui t'aide de l'autre côté. Et tu remues bien, il faut entendre le sable danser dans la battée. Et donc, j'ai toujours entendu parler de l'or des Cathares ou du trésor des Cathares. Il y a un fond de vérité ou... Oui, il y a un trésor qui a été beaucoup cherché, qui pour l'instant n'a pas été trouvé. C'est le fameux Graal, hein, le Saint Graal. D'accord. C'est supposé être le vase ayant contenu le sang du Christ, mais un vase en or. Et donc, le Graal aurait été fait avec l'or de nos rivières ariégeoises. C'est pas impossible, D'accord. Donc, c'est plus de la légende quand même que de l'histoire. c'est quand même plus de la légende. Il est temps de dénicher d'autres trésors. Gastronomiques cette fois. Yannick souhaite apprendre à cuisiner la potée des montagnes, l'azinate. Pour cela, il se rend au Clos Catala, une magnifique bâtisse du XIIe siècle, tenue par la chef Géraldine Portoles. On Bon. est parti pour la zinate. Ouais, c'est ça. Tu me montres comment tu fais? Allez, comme ça, tu pourras le refaire. Donc les légumes. Le chou, les carottes, les pommes de terre. C'est un plat typique, typique ariégeois. Oui, alors la zinate, c'est le plat qu'on avait de nos montagnes. Donc du coup, un petit peu plus pauvre, juste avec des légumes et un bout de ventrèche. Et après, avec le temps, il s'est enrichi, où on a mis du confit, et c'est devenu un petit peu le plat du dimanche. D'accord. Fête. Le plat de fête. hein. Le plat de fête. Mhm. Ouais. Des pommes de terre, des carottes, des navets et l'oignon, juste de quoi faire un savoureux bouillon. Donc en viande, qu'est-ce qu'on a? On Alors, a de en la viande. ventrèche, de la saucisse, de la saucisse. Saucisse de foie, De foie. tu le détailles? Je te montre et tu fais? Le détailler, ça veut dire le couper, j'imagine. Oui. Un petit Pardon. morceau. Non mais c'est comme réservé. Oui. À Allez, toi, ça marche. Je te fais montre-moi. des petits lardons. C'est ça le. Voilà, super. Allez, la roussole. Donc, ça c'est vraiment ce qui fait la tradition ariégeoise. Chair à saucisse, de l'ail, du persil, de la ventrèche, du jambon, du pain en fait qui a pris Oui. le temps de se mouiller dans du lait pour bien D'accord. faire le liant, des œufs. Voilà, et là, Il faut mettre les doigts. comme à l'époque. Voilà, et donc après, on va prendre ces petites boules. Tu vois, juste le creux de la main. Là, on fait saisir les roussoles. Donc là, on va finir la cuisson. Donc du coup, on va mettre le chou, les pommes de terre, les roussoles. Donc là, on est reparti pour une bonne heure de cuisson. Ok. On va laisser mijoter un petit peu tout pour que les saveurs se mélangent. Bon. Donc ben la voilà. zinate. Et bon appétit. Merci, toi aussi. C'est excellent. C'est un plat rustique, hein, mais qui a été une fois revisité, qui est très gourmand, très fin, mais qui à la base est un plat rustique. hein. Un bon azinate, les montagnes juste en face, hein, c'est vraiment le luxe. hein. Le décor idéal. Nous poursuivons notre voyage dans la haute vallée de l'Aude. Une vallée fluviale très étroite qui renferme de magnifiques gorges et canyons. Dans cette région d'eau vive et de sources thermales se niche Alette-les-Bains. Richard Audabram a choisi de vivre dans ce petit village médiéval. Passionné par l'histoire et l'astrologie, il a récemment acquis une maison du XVIe siècle où aurait séjourné dans sa jeunesse Nostradamus, l'auteur des prophéties. Depuis tout petit,
J'adore Nostradamus. Savant, philosophe, médecin, cet homme exceptionnel a vécu ici, au cœur du territoire de l'Occitanie, où on trouve les châteaux cathares, les vignobles exceptionnels, des eaux minérales. Tout ça, j'aimerais le partager avec vous. Pour l'accompagner dans le village d'Alette, Richard a convoqué l'autrice et conférencière Stéphanie Buttegueg. Stéphanie, est-ce que tu veux bien me parler de cette place? Alors cette place, c'est l'ancienne place centrale du bourg médiéval. Et en fait, comme tu peux le constater, c'est une place en étoile puisqu'il y a vraiment un point central et 6 rues qui partent tout autour. Cette place s'appelait la place du marché à l'époque puisque se déroulait le marché et c'était un lieu de rencontre et de convivialité entre tous les habitants. Et comme tu peux le remarquer, tu as une architecture vraiment médiévale avec maisons à colombage, torchis, encorbellement. Est-ce que tu veux bien nous montrer quelques-unes de ces maisons? Oui, Richard, parce qu'il y en a effectivement plusieurs qui valent le détour. Allez, on y va. Va se diriger par ici. On a un bel Angélus. Cette cité médiévale, elle a vraiment une particularité, c'est qu'elle abritait plusieurs populations, les cathares bien entendu, mais aussi les juifs, puisqu'il y avait une grande communauté de juifs à Alette qui était protégée par les habitants. Très bien. Et cette communauté de juifs, elle a amené prospérité probablement à la ville d'Alette? Oui, la preuve, c'est qu'il y a encore la rue Marchand qui témoigne de cette prospérité et de commerce, puisque juste ici, nous avons une échoppe. Ah oui. Alors, je ne sais pas si tu le sais, Richard, mais l'expression trier sur le volet vient de là, puisqu'à l'époque, les commerçants rabattaient ce volet, ils exposaient les marchandises et les gens n'avaient plus qu'à faire le choix de ce qu'ils voulaient acheter. C'était là où il y avait cet emplacement sur la C'est petite ça, fenêtre? ici. Ah, c'est pratique. Et c'est bien vu. À son apogée, le bourg compte près de 1000 habitants. La majorité était favorable au Qatar. C'était une ville très riche qui était nécessairement fortifiée. Et devant nous, nous avons la porte Cadenne, qui est l'une des premières fortifications de la ville, l'une des 4 portes qui permettait l'accès depuis Carcassonne. Tu es donc en train de me dire que quand les Cathares venaient de Carcassonne ou de Limoux et qu'ils rentraient dans le territoire de la Haute-Vallée de l'Aude, c'était cette porte-là qu'ils franchissaient? C'est ça, c'est celle-là qu'ils empruntaient. Quelque part, on est dans la porte de la Haute-Vallée. Exactement. Salut! Bonjour, bonjour. Au XIXe siècle, la ville sort de son enceinte et les habitants commencent à exploiter la vertu des sources thermales, connues depuis l'époque gallo-romaine. 2 établissements de bains et une usine d'embouteillage sont alors ouverts. L'eau des rivières est devenue l'or des villageois. Ils en connaissent tous les bienfaits, même quand ils vont au lavoir. Quand j'étais gamin, je venais déjà m'y baigner. C'est vrai que cette eau, en plus, elle a vraiment des propriétés curatives. Elle est là depuis 5000 ans et il y a toujours eu beaucoup de monde qui venait se tremper les pieds ou se désaltérer. Et au XVIIe siècle, l'évêque Nicolas Pavillon avait fait quand même un beau travail puisqu'il avait capté les sources d'eau chaude du village, puisqu'il y en a plusieurs. Et pour l'anecdote, au Moyen-Âge aussi, les personnes du village avaient de l'eau courante sous les maisons, puisqu'ils avaient capté dans des rigoles les sources et l'eau passait sous les maisons directement au lieu d'aller au puits. L'autre richesse d'Alette-les-Bains réside dans son abbaye, préservée pendant la croisade des Albigeois, mais que les guerres de religion ont transformée en ruine. Alors Stéphanie, pourquoi dit-on que cette abbaye est une des plus prestigieuses d'Occitanie? Regarde. Cette abbaye bénédictine a une grande renommée. En tout cas, les historiens expliquent que c'était la plus grande et la plus belle abbaye du sud de la France. Et fin du XIe siècle, un événement particulier va se dérouler ici, puisque le pape va honorer Alette de sa visite et il va offrir à l'abbaye un fragment de la vraie croix de Jésus. Et à partir de là, va se développer un important pèlerinage sur ce site. J'imagine que ça y a amené évidemment beaucoup de prospérité. Exactement. D'ailleurs, regarde, il n'a qu'à regarder les constructions. C'est remarquable. Hein. Quel est le style de ce bâtiment? Toutes ces ruines datent du XIIe siècle. XIIe siècle, donc c'est vraiment le grand style roman languedocien. C'est ça. Et ce grès ocre d'Alette, Ça lui donne une lumière particulière. on se croirait à Pétra. Chaque fois que je viens ici, je suis impressionné. Préservées au cœur du village, les ruines de l'abbaye ont jadis été classées plus belles ruines de France. On
On doit aussi aux moines une autre fierté de la région, la blanquette de Limoux, un vin blanc effervescent conçu dans les caves d'une abbaye. Richard se rend au domaine du Grès Vaillant, fondé par des moines bénédictins. Ces 7 hectares de vignes sont à présent exploités par Egline de Cauzan et son compagnon Laurent, tous deux fraîchement reconvertis à la viticulture biologique. Egline, oh quel domaine magnifique. On dirait que c'est un domaine historique, on dirait que c'est ancien. Eh bien, tout à fait. Là, les premières pièces qu'on voit, c'est du XIIIe siècle. C'était une métairie de l'abbaye de Saint-Polycarpe. Alors c'est quoi une métairie en fait? Alors, une métairie, c'est comme une ferme, mais où les paiements sont faits en nature. Donc en denrées agricoles, en céréales ou en vin, ici. Oui, c'est vrai que les bénédictins aiment beaucoup le bon vin. Exactement. Et puis, ils en ont besoin pour le vin de messe. Donc, Oui, c'est c'est vrai. indispensable. Et alors là, c'est une partie plus récente. Maintenant, on arrive dans le XVIIIe siècle parce qu'évidemment, le corps de logis s'est augmenté de pièce en pièce au fil des années. C'est merveilleux. Quelle demeure splendide. Ah ouais, ça fait du boulot. C'est avec lui, c'est avec elle qu'on va travailler? C'est avec elle, c'est une jument. Elle s'appelle Rustica, qui a 20 ans cette année, mais qui est encore en pleine forme. Alors Egline, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec Rustica? Et bien alors on va essayer d'enlever un maximum d'herbe entre les rangées de vignes avec cet outil cultivateur qui s'appelle un canadien. Un Canadien. Ouais. Et pourquoi ça s'appelle un Canadien? Eh ben ça on sait pas, il faudrait le demander aux Canadiens. Marchez tranquille, tranquille. Quel est l'intérêt écologique d'avoir un cheval aussi beau dans les allées d'une vigne? Ben alors déjà, ils ne dépensent pas de carburant. Donc ça, en termes d'émissions de CO2, on est plutôt bon. Les chevaux, ils fonctionnent à l'herbe et au foin, produits sur le domaine. Super. Et après, il va y avoir aussi un intérêt sur le tassement du sol. Même si c'est des gros chevaux, ils tassent beaucoup moins qu'un tracteur. Ils sont moins lourds et ils ne mettent pas leurs pieds à chaque fois au même endroit. Donc ils ne vont pas tasser le sol de manière uniforme comme un tracteur le fait avec ses roues. Ensuite, tu vois, de temps en temps, la jument, elle fait un petit crottin en bout de rang. Eh oui, ça, j'ai c'est vu. bon aussi pour les insectes, c'est bon pour la richesse des sols. Et donc pour l'ensemble de l'harmonie de la nature autour de la vigne. Exactement, puis ça fait pas de bruit, c'est agréable, on entend le sol, les outils travaillés, les petits oiseaux. Oui. Pourquoi on parle de blanquette de Limoux? Eh ben, je vais te montrer ça, regarde. Donc ça, c'est la vigne qui sert à faire la blanquette de Limoux. Le cépage, c'est le Mosaque. Et donc on voit que le dessous des feuilles est légèrement blanc. Il y a un petit duvet et c'est pour ça qu'on s'est mis à parler des vins de blanquette. C'est les vins dont la vigne est blanche. Et c'est bon? Ah ouais, c'est délicieux parce que le Mosaque, le cépage qui sert à la produire, c'est un petit goût de pomme verte, pomme fraîche. Donc c'est très désaltérant, très vif. Et puis avec des petites bulles, c'est toujours plus sympa. Mais avec modération. Oui, bien sûr. Et donc voilà la cave. Donc là, le pressoir où on presse le raisin. Ensuite, on vinifie dans les cuves en inox. Et c'est au fond que le plus intéressant se passe. C'est là où on va élever le vin en barrique. Merveilleux. Ah, et alors voilà Laurent, mon compagnon, et notre fils Alaric en train de travailler. Ah ben alors vous avez là la nouvelle génération de vignerons. Et oui, et on goûte le vin qui s'élève ici depuis plusieurs siècles, puisque ce chai à barrique, il a été creusé dans le grès, cette roche-mère de notre domaine, le Grès Vaillant. Oh là là, mais on voit même les traces d'outils, c'est splendide. Alors, on déguste du Mosaque, Lord Alaric. C'est un vin blanc issu d'un cépage autochtone de Limoux. Ah ben vous avez donné le prénom de votre fils à un vin. Oui, alors c'est pas que le prénom de notre fils, c'est aussi en référence au roi Visigoth qui a régné dans le Languedoc, Alaric. C'est presque un vin royal. Et ouais, voilà. Dans leur cuverie flambant neuve, Egline et Laurent poursuivent 8 siècles de culture de la vigne. Dans cette haute vallée de l'Aude, la nature offre de merveilleux et spectaculaires paysages où l'eau a sculpté la pierre pendant des millions d'années. Richard surplombe les gorges de Galamus en compagnie d'une guide conférencière, Émilie Gobii.
qu'est-ce qui rend ce site des gorges de Galamus si populaire en Occitanie? Eh ben, c'est des gorges qui font partie des plus étroites et des plus hautes d'Europe. Elles font partie du top 10 de ce classement. Et c'est vraiment l'Agly qui a creusé la roche calcaire, hein, qui a fait une faille vraiment au niveau de son lit, quoi. Et il faut savoir que c'est un fleuve, parce qu'il se jette dans la mer au niveau du Barcarès, donc dans les Pyrénées-Orientales. Et on peut voir que le côté montagnard, côté Audois, Oui. hein, on voit bien au niveau de la végétation ce côté montagnard. Et côté Pyrénées-Orientales, quand on arrive côté Saint-Paul de Fenouillet, donc on est plus sur de la garrigue, plus sur du sec. Et c'est ce qui surprend beaucoup les gens, c'est la diversité de paysages, et de faune et de flore, hein, entre les deux bouts des gorges qui font qu'1,5 km. C'est impressionnant, au détour d'un virage, d'un coup, ça, on a envie de faire waouh, parce que voilà, c'est le cas. C'est waouh. cette immensité. Voilà. Alors en fait, cette route a été créée dans les années 1890. Donc c'est une poignée d'hommes qui, suspendus par des cordes, ont tapé la roche à l'aide de baramines pour pouvoir la créer. Alors pourquoi créer une route comme ça en flanc de montagne? Parce que en fait, à l'époque, les habitants des Corbières allaient à la foire à Saint-Paul pour vendre leurs produits et en acheter. Et ils étaient obligés de passer par les crêtes. Et donc il y avait ces gorges qui, comme un bout du monde, donnaient le défi à l'homme de le traverser, aussi bien que l'aigle qui les traversait, et ils ont voulu répondre au défi, donc lancer ces gorges, et ils ont commencé donc à créer cette route. Et on voit dans la roche les entailles de la baramine qu'ils ont utilisées, donc cette barre en fer qui servait à cette poignée d'hommes suspendus pour pouvoir faire la route, d'où la prouesse humaine. Et donc, voici le clou du spectacle. Ah oui, c'est vraiment vertigineux. Voilà, l'ermitage Saint-Antoine de Galamus. Les grottes ont été habitées, soi-disant donc depuis le 7e siècle, mais les premiers écrits datent du 15e siècle, avec une chapelle-église, et puis vous avez également une cloche. Une cloche que si on la sonne, on se marie dans l'année. Il est suspendu vraiment dans la roche comme suspendu dans le temps. C'est exactement ça, parce que quand même, depuis toutes ces années, il est toujours là. Ça donne envie de venir faire une retraite. Les gorges offrent un terrain propice pour faire du canyoning. Petite cascade, vasque d'eau, tout est bon pour s'amuser. Mais en suivant les conseils de Thibaut Salazar, un guide qui connaît bien les dangers et les plaisirs de cette activité. Donc tu vois, ça glisse pas mal, donc n'hésite pas à t'asseoir, faut y aller doucement. Et puis on n'hésite pas à marcher sur les cailloux qui sont secs aussi. D'accord. Et puis donc dans ce canyon, tu verras, on va trouver des toboggans, des petits sauts. Sur les toboggans, tu as vu, il n'y a pas beaucoup de fond dans ce canyon, donc on n'hésite pas à plier un petit peu les jambes quand on arrive dans l'eau pour amortir. D'accord. Je te propose d'aller faire une petite bombe juste là pour voir de quoi tu es capable. Je vais en mettre partout. Belle petite bombe. Attention, Richard. Hey. Comme Richard, au fil de la Gly, beaucoup sauront redécouvrir leur esprit d'enfance. Nous quittons les gorges de Galamus pour pénétrer dans l'Aude, dans cette partie du sentier cathare qui rejoint peu à peu la mer. Cette région de moyenne montagne, au climat méditerranéen, est idéale pour la culture du vin et la récolte du miel. C'est dans le paysage vallonné et fleuri des Corbières maritimes qu'Emeline Guillaume a choisi de refaire sa vie et d'implanter ses ruches.
Je suis originaire de Franche-Comté, ça fait 20 ans que j'habite dans l'Aube, que j'ai la chance de pratiquer mon métier d'apicultrice dans un endroit très sauvage, que je découvre et redécouvre tous les jours quand je suis sur mes ruchers. Je fais énormément de miel de cru, donc des miels de fleurs sauvages, loin de toute source de pollution. Et je pense que c'est vraiment une chance inestimable d'être dans cet endroit au paysage magnifique. Pour faire découvrir les richesses de sa région d'adoption, Emeline nous entraîne d'abord au Rocher des Buis, plus connu sous le nom de Château de Quéribus. Cette sentinelle de pierre, perchée à 728 mètres, a elle aussi servi de protection aux hérétiques cathares et aux seigneurs qui les ont soutenus. Emeline gravit cet éperon rocheux en compagnie de son amie Elisabeth Limorté, une guide conférencière. C'est toujours impressionnant cette ascension vers Quéribus. Et oui, on comprend mieux pourquoi c'est le dernier refuge des religieux cathares à la fin de la croisade. C'était pas à Montségur? Alors Montségur, on s'en souvient parce que c'était le siège de l'église cathare. Mais des religieux cathares sont venus se réfugier à Quéribus après la chute de Montségur. Quéribus tombe en 1255, 11 ans après Montségur. Dis-moi, Babé, qu'est-ce qui s'est passé après la prise des croisés En 1255, le chef des croisés, c'est Saint-Louis, Louis IX. Et Louis IX, une fois qu'il a pris ce château, il négocie une frontière avec l'Espagne, une frontière toute proche. Et il instaure un système défensif pour protéger cette frontière, les 5 fils de Carcassonne. Quéribus, Peyrepertus, puis Laurens, Aguilar et Terne. Et Carcassonne est le centre de commandement. Quéribus est le plus avancé de ces 5 châteaux sur la frontière. Et il y avait beaucoup de soldats dans ce château? Ben non, justement, ces châteaux ils sont conçus pour être défendus par très peu d'hommes. À Quéribus, il y avait seulement 15 à 20 soldats dans le château. Et tu vas voir que c'était vraiment largement suffisant pour défendre le château. Les ingénieurs du roi de France transforment progressivement Quéribus pour en faire une forteresse défensive plus efficace, avec seulement quelques astuces architecturales. Donc là, tu vois, dans le mur défensif de la première enceinte, il y a des ouvertures qui visent vraiment chaque virage. Donc si on était des attaquants, là, on ne pourrait pas rester là. Le mur perpendiculaire, il rend le passage plus étroit. Et donc seulement 2 attaquants peuvent passer. Et quand ils arrivent là, ils arrivent dans un piège. Une ouverture au-dessus de la porte, une ouverture sur le côté. Les attaquants sont pris entre 2 feux. La porte est fermée, bien évidemment, donc il faut la forcer. C'est en pente, un rocher à l'arrière, impossible d'utiliser un bélier. Si la porte est forcée, il faut passer l'assommoir et on se prend une pluie de pierres sur la tête. Impossible de rentrer dans le château par ce côté? Non, le château est imprenable par ce côté-là. Les enceintes successives s'étagent sur la crête et sont reliées par un escalier impressionnant, taillé à même la roche. On imagine le travail des carriers qui ont créé ce dédale avec uniquement des coins et des masses. Et donc là aussi, c'est un système défensif? Oui, là on est sous la 3e enceinte et chaque porte a son système défensif. Ici, c'est la bretèche. Tu vois les corbeaux à triple ressaut, ces pierres qui dépassent. Au milieu, tu as une guérite sans fond et un défenseur se tenait à la fenêtre et jetait des cailloux sur la tête de ceux qui voulaient forcer la porte. Et pas d'huile bouillante? Non, l'huile est très chère. L'eau, elle est rare. Ici, on n'a que les citernes, l'eau de pluie. Les cailloux, par contre, il y en a partout. Il suffit de les monter. Et puis, c'est économique, on peut s'en resservir plusieurs fois. Quéribus est devenu une forteresse invincible du royaume de France. C'est également une fenêtre de surveillance sur le voisin espagnol. Mais aucune puissance, aucun château ne résiste aux assauts du temps et aux évolutions techniques. Donc ici, tu vois, on a l'impression d'être très en sécurité. En réalité, c'est l'endroit le plus vulnérable du château. Viens voir. Tu as vu ces rochers tout proches, là? Oui, oui. Donc, très proche. Donc tu vois, il y a une plateforme sur la gauche. Les attaquants, ils faisaient le tour pour ne pas se faire tirer dessus. Ils installaient leurs machines de guerre sur cette plateforme. Alors tant que ça a été les engins de lancement, les catapultes, les trébuchets, ce n'était pas dramatique. À partir du moment où, au XVe siècle, le canon a été mis au point, le donjon ne tenait plus le coup. Alors, il a été entouré d'une chemise de pierre extérieure pour arriver à avoir un mur de 4 mètres d'épaisseur à la base. Et ça n'a pas été inutile parce que si on allait en bas, on verrait des impacts de boulets de canon partout dans ce mur est. Donc, c'est la fin des châteaux de hauteur?
Oui, effectivement, la génération de châteaux qui est venue avec la poudre, ce sont des châteaux enterrés. Les vestiges de Quéribus dominent la plaine de leur beauté minérale. Et c'est à présent vers une curiosité géologique que nous entraîne Emmeline, un gouffre mystérieux au cœur du massif de la Clappe. Elle y est conduite par celui qui en a longtemps été le garde champêtre, Christophe Eraille. Je vais te faire découvrir quelque chose de magnifique. Génial, allons-y. Le gouffre de l'Œil Doux. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce gouffre? Alors ce gouffre, il a plusieurs particularités. La première, c'est qu'il est unique déjà, que ce soit sur le massif de la Clappe ou en Europe. Et c'est le site le plus visité de la commune de Fleury. Ouais, c'est votre tour Eiffel. On peut le dire comme ça. Ah, c'est incroyable, on n'imagine pas trouver toute cette eau au milieu de la garrigue. On appelle ça un cénote. On en trouve principalement au Mexique. Et là, on a la chance d'en avoir une devant nos yeux. Et comment ça se forme? Alors, c'est l'effondrement d'une caverne souterraine due à l'érosion calcaire. Comme on peut le voir, tout le tour, il est entouré d'une falaise qui, à son plus haut, fait aux alentours de 30-35 mètres. Il se termine par un entonnoir. Et au fond de cet entonnoir, on trouve des rochers, de la marne, de la boue. Et de l'eau saumâtre. Et de l'eau saumâtre. Cette eau saumâtre, elle est due à deux choses. Une que je n'ai jamais pu vérifier, qui dit que les agriculteurs pompaient l'eau dans le gouffre et ça aurait modifié l'écosystème. Et la seconde, parce qu'il est relié à la mer par un système de failles et de siphons qui fait que l'eau devient saumâtre. La circonférence du gouffre offre aux promeneurs une balade de 3 km, juste de quoi stimuler leur imaginaire. Christophe, tu m'avais parlé de plusieurs légendes autour du gouffre. Oui, tout à fait. La première est que si on pose une barque, elle va couler systématiquement. Ensuite, on dit qu'il est insondable, que le commandant Cousteau est venu, qu'il a sondé et qu'il n'est pas arrivé à déterminer la profondeur du gouffre. Et pourquoi l'œil doux? L'œil doux, si tu veux, on peut l'imaginer quand on le voit. Déjà, il est d'un joli vert émeraude. Il a une forme ronde. L'eau, à l'origine, était douce. Et c'est pour tout ça qu'on l'appelle l'œil doux. C'est un endroit merveilleux. Peu à peu, le relief s'aplanit et les dernières roches calcaires servent d'écrin à des prairies humides. Le sentier Cathare termine son tracé vers la mer, dans un paysage horizontal balayé par les vents et rongé par le sel. Des conditions idéales pour y implanter des marais salants. C'est justement dans les salins de l'île Saint-Martin qu'Emmeline doit rencontrer Loni Gabanou, un maître saunier. Salut Loni. Bonjour Emmeline, bienvenue. Merci, j'ai vraiment hâte de découvrir ton salin et que tu me fasses voir toute cette étendue majestueuse. On va y aller et tu vas voir, je vais te montrer quelque chose pour commencer, c'est assez surprenant. Allez. Là, on est juste au bord des tables salantes et tu vois, on commence à voir les premiers sels de l'année qui se font. C'est fou cette couleur rose, c'est dû à quoi? Oui, cette couleur rose, elle est due à une micro-algue qui se développe uniquement dans les milieux hyper salins. Cette petite algue, elle est mangée par une crevette, l'artémia, qui est aussi présente sur le salin. Et elle est mangée par le flamant rose et il est rose. C'est vraiment étonnant. Est-ce que tu peux me faire visiter tout le reste? Oui, avec grand plaisir, on va aller sur le salin. Le commerce du sel était déjà attesté dans la région à l'époque romaine, mais l'exploitation de ces salines, sous la forme actuelle, a véritablement repris au début du XXe siècle. 40 km de canaux sont construits à la main, ainsi que 14 bassins. Une trentaine de familles vivent alors de cette activité. Où est-ce que tu m'emmènes? Là, on va aller retrouver les sauniers qui pèsent les eaux et règlent les tables salantes. Wow. Le jeune saunier aime bénéficier de l'expérience des collègues de son père, qui exploite à présent le marais. Emmeline, je te présente Thierry, qui est saunier sur le salin de Gruissan depuis 40 ans. Bonjour Thierry, qu'est-ce que tu fais? On fait notre travail habituel,
on allume les pompes et on essaye de couvrir l'évaporation de la journée avec de l'eau à saturation à 260 grammes par litre. Maintenant qu'on a pris un peu de bouteille, on montre à la relève le travail de saunier. Voilà. J'espère qu'ils continueront comme nous. Ça fait 40 ans qu'on est dans ce métier. Son grand-père était saunier, son père était saunier, donc j'espère que ça va marcher. Et maintenant, on va aller voir Éric et Gauthier à la porte du trésor. Emeline, suis-moi. Gauthier, combien ça pèse? 1210. Bon, ben on pourra ouvrir ce matin pour alimenter les tables salades. Pourquoi ça s'appelle la porte du trésor? Parce que juste derrière cette porte, on a notre stock de saumure. Et cette saumure, on va ensuite l'étaler sur les tables salantes et cristalliser le sel. Produire du sel, c'est jongler avec les niveaux d'eau et bénéficier de l'évaporation naturelle. Donc là, on a à notre gauche les tables salantes, à droite les bassins de réserve, et on va travailler gravitairement du bassin de réserve vers les tables salantes. Et on voit bien la différence de niveau entre les deux. Et on a vu juste avant l'action de pompage. Notre métier, c'est de prendre de l'eau de mer, on la lève d'un mètre et on la fait parcourir 100 hectares gravitairement. 100 hectares 100 hectares, et le salin fait 400 hectares, donc en la relevant 4 fois, on va arriver à parcourir les 400 hectares pour amener de la saumure saturée sur les tables salantes. Et c'est cette saumure qui fait toutes ces différences de couleurs, parce qu'on passe du rose au bleu à l'orange. Ça, c'est la magie, hein. Personne ne le sait encore trop. Il y a tout plein de micro-organismes qui font qu'il y a des nuances de couleurs. Le ciel et la lumière et la période de l'année, ils jouent aussi. Les sauniers, comme tous les paysans, doivent composer avec les forces et les aléas de la nature. L'or blanc a permis le développement de la jolie cité de Gruissant. Mais ce qui intéresse aujourd'hui Emeline, c'est de faire un tour avec Élodie Galsaumiès, une guide conférencière. Elle se dirige vers un quartier éloigné du vieux centre. Ici, d'étonnants chalets ont été bâtis sur le sable. Élodie, explique-moi pourquoi tous ces chalets sur le littoral, on n'a pas l'habitude de voir ça. En fait, les chalets ont été installés là sur pilotis il y a très longtemps déjà. En fait, c'était vraiment les prémices du tourisme dès le 19e siècle. Les premiers chaletins, c'est comme ça qu'on appelle les habitants des chalets, se sont installés pour profiter de la mode des bains de mer. Donc dès le 19e, c'était très tôt. C'était vraiment des cabanes en bois au début, vraiment très artisanales. Et puis petit à petit, pour éviter les coups de mer, on les a grimpés sur pilotis pour qu'ils puissent résister l'hiver. Et donc, c'était les vacanciers locaux, hein, c'était très populaire. Le Narbonnais qui... Voilà, c'est ça, c'était les Narbonnais, les gens des Corbières et tout, qui avant d'attaquer les vignes venaient passer quelques jours à la mer. Donc c'est devenu un lieu à la mode hein, dans les années 20, les années 30, jusqu'à ce que la guerre mette un coup d'arrêt à tout ça. En fait, les Allemands avaient peur d'un débarquement en Méditerranée, et donc ils ont rasé tous les chalets. Donc tout avait été détruit, quoi. C'est ça, ils ont tout détruit. Et par la suite, dans les années 50, on a reconstruit les chalets, mais sur un plan différent. Parce qu'à l'origine, ils étaient posés vraiment spontanément là où il y avait de la place. Parce que là, on voit qu'ils sont tous disposés de la même façon. C'est ça, ouais. Là, tu vois, il y a vraiment une orientation en quinconce pour qu'il y ait plus de chalets qui aient une vue sur la mer, en fait. Et ce que je te propose, c'est d'aller se balader un peu dans les chalets. Je vais te faire visiter, tu vas voir, il y en a certains qui sont très sympas. Allez. Ce quartier offre un quadrillage de 1330 chalets, différemment occupés suivant les saisons et la météo. Chacun peut l'agrémenter à son goût, lui donner des couleurs et y cultiver son précaré. C'est marrant la disposition des chalets. Et ouais, en fait, tu vois, ils sont tous posés les uns à côté des autres. Et ce qui est particulier, en fait, c'est que les propriétaires du terrain ne sont pas propriétaires du sol parce qu'on est sur le domaine public maritime. Et du coup, ils ont eu le droit de construire le chalet, mais c'est tout. Il n'y a pas de mur de séparation entre les chalets. Et c'est ça aussi qui donne cette atmosphère hyper conviviale. On est vraiment les uns à côté des autres. Donc pas de barrière, pas de construction au sol. C'est ça, pas de séparation. Il n'y a que la construction du chalet et de la terrasse. J'adorerais vivre ici. Ouais, c'est sympa là. Hein. Vue sur la mer. Vue sur la mer, le bruit des goélands. Quand on est un simple piéton, on peut se perdre dans le dédale des travées. Pourquoi ces numéros sur les chalets? Alors en fait, les numéros, c'est parce qu'il n'y a pas de nom de rue partout. Et du coup, il y a des numéros de rangées, des numéros de chalets. Et donc, on se retrouve comme ça dans les chalets en fonction des numéros de rangées.
Les gens ont l'habitude de s'interpeller. Je suis la rangée 8, la rangée 7. C'est ça, là on est, tu vois, à la rangée 8. C'est un peu le côté appartenance des chalets. On dit, bah, t'es à laquelle? Moi je suis à la 8. Viens, ce soir on va prendre l'apéro au chalet à la 5. C'est le truc un peu communautaire des chaletins. Tu m'avais pas dit qu'on avait rendez-vous à la rangée 8? Oui, on a rendez-vous à la rangée 8, chalet 47, chez Zec. Yes! Les chalets de Gruissant ont servi de décor au film de Jean-Jacques Benex, 37,2 le matin. Depuis 1986, cette histoire d'amour mythique entre la pulpeuse Betty et l'écrivain Zorg ont figé ces chalets dans l'imaginaire des Français. Voici le mode de vie dont tous rêvent un peu quand arrive le soir. Salut! Salut! Ça va? Enchantée. Donc, Emeline, tout le monde? Et salut les filles! Salut! On vous en fera verre? Ah ben ouais, avec plaisir. Hein, il fait chaud. Allez-vous! Bon, ça va, vous avez passé une bonne journée là? Ben rien, on a bien profité de la plage, on s'est régalé. On est bien, regarde, on est à 100 mètres de l'eau, que du bonheur, le beau temps, l'eau est chaude. Les éléments proches du vent, proches du sel, proches du sable. Et ça permet complètement de se détendre, de passer des bonnes journées, de couper avec la vie professionnelle. Et c'est exactement ce qu'on aime faire ici. C'est cool là, la Dolce Vita gruissanaise dans l'esprit 37.2 là. Ouais, c'est vraiment cool, hein. ça. Mais de toute façon, c'est un paradis ici pour ça. La vie de rêve au chalet de Gruissant. On trinque? Bon, bah On tiens. va aller. Allez, Tine. Ainsi s'achève notre périple sur le sentier Qatar. Ici, on prend le temps de vivre, de s'amuser et de cheminer dans des décors spectaculaires et vertigineux.